quelques heures avant un long week-end de 3 jours pour certains d'entre vous, peut-être 2 jours pour d'autres, c'est entre autres mon cas. Mais bon, on les prend quand même, on est bien content et on a bien hâte de profiter de ce week-end qui s'annonce ensoleillé, qui s'annonce chaud comme on en a eu plusieurs au cours de l'été déjà ici dans le sud de l'Ontario. Bonjour, bienvenue à Il n'y a pas de matin pareil, c'est Ève Caron qui est avec vous pour cette 3e heure. Bonjour à ceux qui étaient déjà avec nous. Et si on regarde la circulation, on se demande justement si vous êtes déjà en long week-end parce que c'est assez tranquille sur les routes, il y a quelques ralentissements, mais vraiment, je regarde la fameuse carte Google qui répertorie la circulation selon le rouge, l'orange ou le vert étant, ça circule bien, et je vous dirais qu'il y a beaucoup de vert, alors qu'à cette heure-ci, habituellement, c'est un petit peu plus, on tombe dans les teintes d'oranger et de rouge, un petit peu plus, plus à l'échelle de Toronto, mais là, tout va bien. Isabelle Gobeil à la culture, vous nous parlez ce matin d'un concours de photos. Oui, parce qu'il y a toujours le concours de photographie Prize à la Géo, au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Et là, on a annoncé la courte liste des finalistes et le public sera appelé à voter. Donc, les finalistes cette année, il y a entre autres Jimmy Robert de la France et Elisabeth Vonard du Canada. Il y en a 4 au total. Et je vous propose d'aller faire un tour sur le site de la Géo, à géo.net, parce que vous pouvez regarder ce que les artistes ont soumis. Et vous pourrez voter à compter du 14 septembre. Vous pourrez y aller au musée le 7, mais à compter du 14, à partir du site Internet, vous pourrez voter donc de la culture de la maison. Et vous êtes allé voir un spectacle assez époustouflant, de la manière que vous nous en parlez. En tout cas, vous... je me suis couchée très tard, mais ça valait la peine. Lousia du Cirque du Soleil, c'est la première. Il faut absolument y aller. C'est la sortie de l'été, à mon avis. On s'en reparle à 8h40. Merci beaucoup, Isabelle. Dans la salle de nouvelles, Marie-Hélène Rattel, aujourd'hui on marque le 100e anniversaire d'un feu de forêt, le feu de forêt le plus meurtrier au Canada, et c'était en Ontario que ça s'est produit. Oui, et c'est dans le nord de l'Ontario, ça a complètement ravagé cette région d'ailleurs. Il y a 223 personnes qui ont perdu la vie à ce moment. Hier soir, pour souligner l'événement, il y a une trentaine de personnes qui se sont donné rendez-vous au musée de Mattachine, non loin de Timmins, dans le nord de l'Ontario, et pour aussi débuter une fin de semaine de commémoration à la mémoire des victimes. Parmi les gens qui étaient présents, il y avait Hélène Perrault-Kuntz, qui est venue de Pennsylvanie aux États-Unis pour participer aux célébrations, et son père, Rodolphe, il a survécu au feu alors qu'il avait 17 ans. Il a perdu ses parents et ses 7 frères et sœurs. Vous pouvez écouter Madame Perrault. Et il n'était pas nécessairement fâché, mais quand on lui parlait du feu et des tragédies qui en sont suivies, il me disait toujours, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie quand j'avais 17 ans. Alors, j'ai jamais vu un père qui était émotif, tendre. Il était très bon père, un bon disciplinaire, bien attentif à nos besoins, mais jamais câlin, parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas eu. Alors, il y a eu de la difficulté à le donner. Et dimanche, il y aura une messe et le dévoilement d'une plaque commémorative pour clore les célébrations du centenaire de ce feu. Quelle histoire. Et avec le long week-end qui s'amorce, il y a un groupe d'étudiants et de bénévoles de la grande région de Toronto qui rappellent aux automobilistes d'être prudents. Oui, ils sensibilisent les gens de la région depuis mercredi en collaboration avec la Commission des transports de Toronto, Go Transit et la police provinciale de l'Ontario. Le groupe est présentement au centre commercial Oakville Place depuis 8 heures ce matin et la campagne Arrive Alive, elle vise à rappeler aux gens de faire preuve de vigilance et de ne pas conduire en état d'ébriété. Oui, merci beaucoup Marie-Hélène. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous poser notre question du jour en cette veille de long week-end. Comment faites-vous pour affronter la circulation? On veut vous lire, on a déjà quelques réponses sur notre page Facebook. On veut lire la vôtre, écrivez-nous. Donc la page Facebook de Il n'y a pas 2 matins pareils. Il est 8h15. Pour réentendre nos entrevues, radiocanada.ca/il n'y a pas 2 matins pareils. L'été, c'est aussi la saison du vélo, l'une des activités de plein air les plus populaires au Canada et ailleurs dans le monde. C'est aussi une activité qui se décline en plusieurs modes. Il y a le vélo de ville, il y a le vélo de route, le vélo de voyage peut-être. Et pour en parler, on joint Nathalie Schneider, qui est journaliste spécialisée en plein air et en tourisme d'aventure, en cyclotourisme à 16 heures. Bonjour Nathalie. Bonjour Ève. Donc, le vélo, pourquoi vous avez des chiffres en fait pour démontrer que c'est si populaire là? Alors oui, c'est extrêmement
extrêmement populaire, c'est vrai. Les chiffres, malheureusement, il n'y a pas vraiment de chiffres au Canada, hein, pour les provinces canadiennes. Mais vous savez, au Québec, l'organisme Vélo Québec a produit un document qui s'appelle l'État du vélo l'année dernière. Et ce document nous apprend que 4,2 millions de Québécois font du vélo. Voilà. Donc ça permet de donner un peu une référence. Hein. Alors effectivement, plutôt que de parler du vélo, moi j'ai envie de vous parler des vélos. Comme vous le disiez, il y a plein de sortes de pratiques. Et en fait, je parle plus de personnalité du vélo. Ben, il y a le petit malin d'abord. Vous savez, celui qui se glisse entre les voitures, hein, qui se ferait un chemin dans la circulation. On le connaît bien à Toronto, lui. On le connaît bien à Toronto, tout à fait. Et à l'intérieur de ça, est-ce que vous connaissez par exemple une sous-catégorie qui s'appelle le fixie? Oh non, là vous me perdez. Alors, le fixie, vous savez, c'est un vélo minimaliste qui n'a pas de frein, pas de vitesse. En fait, pour freiner, il faut rétro-pédaler. Voilà, c'est un petit vélo très très rapide qui va vraiment dans le trafic et qui est très très à la mode, hein, surtout si on roule avec le cadenas dans la poche du pantalon. Hein. Alors, il y a aussi le vélo pliant. Ça aussi, on en voit de plus en plus à Toronto. Hein, des vélos qui se glissent dans un coffre de voiture ou dans un train. Ça rejoint vraiment les plus jeunes. Hein, vraiment. Vous écoutez vos émissions en direct sur iciradio-canada.ca/Toronto. Cette semaine, Michel Barrette rencontre Charles Tisser et Denis Coderre. Ils nous parlent entre autres des défis qu'ils avaient à relever à l'école. Viens tout faire un tour, dimanche 20h, Maritime 21h. Ici Radio-Canada, télé. Votre région, vos histoires, vos nouvelles. Ici Radio-Canada, première, au 860 AM à Toronto. Le radio-journal de Radio-Canada. À peine la convention démocrate terminée, Hillary Clinton est déjà sur la route. À Ottawa, la police est critiquée en marge des obsèques d'Abdirahman Abdi, décédé lors d'une intervention contestée. J'ai donné mes condoléances à leader de la communauté. Aussi, j'étais à la mosquée hier pour parler au imam. Et Hydro-Québec veut augmenter ses tarifs, mais anticipe une baisse de la consommation dans le secteur résidentiel. Bonjour, ici Normand Séguin. La campagne électorale à la présidence des États-Unis repart de plus belle après 2 semaines de convention au cours desquelles les démocrates et les républicains ont désigné officiellement leurs candidats. Au lendemain de son discours d'acceptation à la grand-messe démocrate à Philadelphie, Hillary Clinton a entamé une tournée en Pennsylvanie et en Ohio, 2 États qu'elle tient à conserver dans son camp. Voici Raphaël Bouvier-Auclair. Un premier rallye où Hillary Clinton est chaleureusement accueillie. Surfant sur la vague d'une convention réussie, la candidate démocrate doit maintenant convaincre l'ensemble des Américains de lui faire confiance. C'est une campagne de 100 jours qu'Hillary Clinton a choisi de lancer en Pennsylvanie et en Ohio, 2 États clés remportés de justesse par les démocrates aux dernières élections présidentielles, des régions où le secteur manufacturier est en déclin depuis des années. Ici, Hillary Clinton parle d'investir pour créer des emplois bien rémunérés. Donald Trump will be talking about ripping up trade deals, which is incredibly popular. La stratège démocrate Mary Scott Greenwood reconnaît que dans ces États, le message anti-libre-échange du républicain Donald Trump est très populaire. Sur les réseaux sociaux, le candidat républicain a d'ailleurs répété ce matin qu'avec Hillary Clinton, les Américains allaient perdre des emplois au profit des citoyens d'autres pays. En ce début de campagne, leur message et leur ton semblent diamétralement opposés, mais Hillary Clinton et Donald Trump veulent séduire les mêmes électeurs, des indépendants et des républicains modérés qui pourraient faire pencher la balance en novembre. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, Washington. À Ottawa, des membres de la communauté somalienne et les proches d'Abdirahman Abdi se sont réunis pour son service funèbre. L'homme de 37 ans est mort lundi à la suite d'une intervention policière musclée, ce qui a créé beaucoup de tensions entre les policiers et la communauté musulmane. Claudine Richard raconte. La mosquée d'Ottawa était pleine pour les funérailles d'Abdirahman Abdi, cet homme qui est mort à la suite d'une intervention policière.
Plusieurs centaines de personnes se sont même retrouvées à l'extérieur de la mosquée sur le trottoir pour prier. Les gens parlaient beaucoup de la vidéo amateur qui a circulé à travers les médias, aussi les médias sociaux sur lesquels on voit la victime ensanglantée tout près des policiers. Selon eux, une justice doit être faite. Il y a beaucoup d'émotions entourant l'intervention policière. Écoutons deux personnes qui étaient présentes pour les funérailles d'Abdirahman Abdi. Qu'est-ce qui a été touchant qu'ils attendent la justice et qu'ils sont émus par le nombre de personnes qui sont venues? Le sang, ça sort pas du corps de quelqu'un comme ça. Donc, c'est clair qu'ils l'ont frappé. Je sais pas comment, on n'a pas vu les vidéos, mais cet homme est mort et tout ce qu'on voit dans les vidéos, c'est qu'il y a du sang par terre. D'ailleurs, des manifestants ont prévu une marche demain. Ce qu'ils veulent, c'est demander que justice soit faite dans le dossier d'Abdirahman Abdi. Ils veulent terminer leur marche devant le poste de police d'Ottawa, situé rue Elgin. Ici Claude Richard, Radio-Canada, Ottawa. La Cour suprême de Colombie-Britannique a ordonné l'arrêt des procédures contre John Nuttall et Amanda Korody, à qui on reprochait d'avoir comploté un attentat à la bombe devant le palais législatif de Victoria en 2013. La juge Catherine Bruce affirme que la police est allée trop loin et qu'elle a carrément piégé le couple pour l'inciter à commettre un attentat. Les explications de Pierre Martineau. Les festivaliers qui étaient sur les pelouses du Parlement provincial pour la Fête du Canada en 2013 ne le savaient pas, mais ils étaient visés par un attentat terroriste. Ils ignoraient aussi que John Nuttall et Amanda Korody, de présumés terroristes, étaient étroitement surveillés par la Gendarmerie royale du Canada. Peut-être trop étroitement, justement, selon la juge Catherine Bruce, qui estime que les policiers ont abusé de leur pouvoir et usé de subterfuges pour inciter le couple à préparer un attentat. Dans son jugement, elle qualifie les Nuttall-Korody de marginaux effrayés que la police a utilisés à ses propres fins. Les avocats du couple ont toujours dit qu'ils n'avaient pas les ressources pour planifier et mener à bien une telle attaque. La surveillance du couple s'est échelonnée sur près de 5 mois, de février à juillet 2013. Près de 200 employés de la GRC, surtout des agents, y ont pris part et ont été payés un peu plus de 900 000 $ pour des heures supplémentaires. Ici Pierre Martineau, Radio-Canada, Vancouver. La psychiatre appelée par la défense au procès pour meurtre prémédité de Richard Bain affirme que le cocktail de médicaments qu'il avait consommé lors de l'attentat au Métropolis à Montréal l'avait transformé en bombe à retardement. Marie-Frédérique Allard explique que Richard Bain était dans un état psychotique lors de l'attentat, notamment en raison d'un mélange d'antidépresseurs. La défense soutient que l'homme de 65 ans n'est pas criminellement responsable de ses actes, alors que la couronne tente de prouver que le crime était prémédité et de nature politique. Un homme est mort et un autre a été gravement blessé lors de l'attaque survenue le soir de la victoire du Parti québécois aux élections provinciales du 4 septembre 2012. C'est une tendance qui s'inverse. Cette année, Hydro-Québec a dû corriger à la baisse ses prévisions de consommation d'électricité résidentielle. La société d'État s'attend à ce que la demande d'électricité des ménages québécois l'an prochain soit presque 3% moins élevée que prévu. Comme le rapporte Alexandre Touchette, cette tendance semble confirmer que les programmes d'efficacité énergétique commencent à donner des résultats. Hydro-Québec demande à la Régie de l'énergie la permission d'augmenter de 1,6% ses tarifs résidentiels l'an prochain. L'un des facteurs invoqués est la baisse anticipée des revenus de la société d'État en raison d'une diminution de la consommation des ménages québécois. Hydro-Québec prévoit fournir 65 TWh au secteur résidentiel en 2017, soit le même niveau qu'en 2013. Tout indique que les thermostats programmables, les lumières d'aile et les différents programmes d'efficacité énergétique commencent à porter fruit. Le président d'Hydro-Québec Distribution, Daniel Richard. N'oublions pas qu'on vient de sortir de 2 hivers excessivement froids, là, où les factures, dans certains cas, là, ont augmenté de 15-20% là, pour certains clients. Là. Donc, c'est sûr que ça a été un rappel, comme quoi la gestion de la consommation, ça pouvait être intéressant. Là. L'économiste Jean-Thomas Bernard est surpris de voir qu'Hydro-Québec anticipe une telle baisse. On nous dit que c'est un ensemble de facteurs, donc il faudra voir si cette structure-là, elle est maintenue dans les 2-3 prochaines années. Alors peut-être qu'à travers ça, on pourra mieux voir aussi qu'est-ce qui a joué.
Même si les Québécois commencent à faire des efforts pour réduire le gaspillage d'énergie, ils demeurent parmi les plus grands consommateurs d'électricité au monde. Ici Alexandre Touchette, Radio-Canada, Montréal. En Turquie, le gouvernement islamo-conservateur a étendu au monde des affaires les purges entamées après la tentative de putsch il y a 2 semaines. Les dirigeants d'un conglomérat familial actif dans les secteurs de l'énergie et de la finance ont été arrêtés. D'autre part, le grand ménage dans les médias s'est poursuivi avec la comparution de 21 journalistes devant un tribunal d'Istanbul. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que près de 10 000 personnes avaient été placées.